Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre virtuelle FLE intitulée Les intelligences multiples, motiver, remotiver les apprenants et les enseignants grâce à l'apport des intelligences multiples. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir des deux intervenantes qui collaborent plus ou moins régulièrement avec nous. Donc, Madame Geneviève Géron et Madame Isabelle Delnoz. Madame Geneviève Géron est responsable pédagogique des formations continues en didactique du FLE à l'Université de Louvain et professeure de didactique du FLE à la Haute École ENALUX. Isabelle Delnos, pour sa part, enseigne la didactique du FLE à la Haute École autonome de la communauté germanophone à Eupen en Belgique et elle est également conseillère pédagogique. Donc, merci à toutes les deux d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui et d'ouvrir le parcours pédagogique avec cette rencontre virtuelle FLE. Je vous laisse la parole. Donc, vous pouvez, là, je m'adresse aux participants, hein, donc cliquez sur l'icône questions-réponses pour nous faire parvenir toutes vos questions et je les partagerai, celles qui me semblent les plus intéressantes à partager avec toute la communauté des participants réunis aujourd'hui en fin de session. Je vous laisse la parole, Isabelle et Geneviève, et à tout à l'heure. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes vraiment heureuses de vous rencontrer aujourd'hui pour ce webinaire. Vous êtes vraiment très nombreux et nous voyons que vous venez, mais vraiment de plein de pays différents. Donc ça nous touche vraiment, mais ça nous rappelle aussi combien la communauté des professeurs de FLE est toujours avide de se rencontrer pour se former. Alors vous l'avez vu, nous serons deux aujourd'hui à animer ce webinaire et donc nous alternerons la prise de parole. Comme vous êtes très nombreux, nous ne pourrons pas évidemment faire des interactions directes avec vous, mais vous verrez qu'à plusieurs moments, on vous proposera quand même d'observer avec nous des extraits de manuels ou bien de réfléchir sur vos propres pratiques. Bonjour tout le monde. Alors, comme Séverine vient de le rappeler, notre intervention s'inscrit dans un parcours beaucoup plus vaste sur l'hétérogénéité. Et pour commencer, si je vous demandais ce qui fait l'hétérogénéité dans une classe de FLE, ce qui fait l'hétérogénéité dans votre classe de FLE, de quoi elle dépend, que me répondriez-vous? Vous me diriez sûrement des choses comme la langue d'origine, le niveau de maîtrise, l'origine sociale, les habitudes familiales, le rapport émotionnel à la langue, la culture, les troubles de l'apprentissage, les besoins spécifiques. Et certains de ces éléments seront abordés tout au long du parcours proposé par Maison des langues. Alors, notre intervention souhaite aujourd'hui proposer non seulement des pistes pour répondre à cette hétérogénéité dans nos classes, mais elle se souhaite aussi susciter la motivation. Et c'est pour ça que vous voyez ce lien dans notre titre, Remotiver les apprenants et les enseignants grâce à l'apport des intelligences multiples. Alors, après une brève introduction, nous vous présenterons rapidement la théorie des intelligences multiples selon Howard Gardner. Puis, en repartant des canaux qui sont proposés dans cette théorie, nous vous parlerons des portes d'entrée possibles pour apprendre et enseigner en classe. Ensuite, on verra comment on peut intégrer ces différentes portes d'entrée dans une démarche de classe avant de conclure. Alors, dans notre intitulé, on retrouve la notion d'intelligence. Cette notion, beaucoup de chercheurs, beaucoup de penseurs ont essayé de la cerner au fil du temps. Alors, elle est souvent associée au QI, au test de quotient intellectuel, qui reste une représentation encore fortement ancrée dans la société. Mais on peut se demander ce que mesure réellement ce test de QI, quels sont ses critères. Alors, il y a une réponse qui vient de la médecine, et en médecine, on dit que le quotient intellectuel est un indice statistique qui établit le rapport de l'âge mental d'un sujet à son âge réel.
Maintenant, malgré beaucoup de recherches, beaucoup d'études, il n'existe pas de consensus sur une définition universelle de l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, les avancées dans le domaine de la médecine et les recherches en neurosciences suscitent à nouveau de l'intérêt pour la notion d'intelligence. On constate toujours que c'est un phénomène complexe qui implique de nombreux processus et de multiples capacités. Et cette complexité, elle se retrouve également dans le domaine de l'apprentissage, au niveau de l'hétérogénéité du public d'apprenants. Et c'est un constat qui a déjà été établi par Burns en 1971. Et comme vous le voyez à l'écran, la citation de Burns, Burns appréhende cette complexité en évoquant différents facteurs, comme par exemple la vitesse, la gestion du temps, les façons d'apprendre ou même la motivation. Alors, après cette introduction, attardons-nous maintenant à cette théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. Alors, nous la traiterons en 4 points. D'abord, en vous parlant de l'origine de cette théorie, puis on vous la décrira succinctement. On vous parlera du succès de cette théorie, mais aussi de ses détracteurs. Et enfin, nous verrons comment elle a évolué. Alors, l'origine de cette théorie, eh bien, elle est de Howard Gardner. Howard Gardner est un Américain qui est né en 1943. Il est psychologue cognitiviste. Il est professeur de sciences de l'éducation dans diverses universités américaines. Et dans les années 1980, il remet en cause l'idée de mesurer ou de quantifier les intelligences, comme on le fait dans les tests QI, et il remet en question aussi le caractère irréversible de cette intelligence. Dans son travail, il va chercher plutôt à prendre en compte l'infinie diversité des capacités humaines et il va nous parler dès lors d'intelligence au pluriel. Il va définir 8 intelligences différentes et pour définir ces intelligences, il se base sur des critères comme l'association des intelligences à certaines zones cérébrales bien précises dans notre cerveau et il se base aussi sur des recherches ou sur des données psychométriques. Alors, il soutient que les tests comme les tests de QI, par exemple, ne mesurent que les aspects linguistiques, logiques ou certaines capacités spatiales. Alors, la théorie de Gardner, comme je vous le disais, propose 8 intelligences: l'intelligence verbale langagère, l'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence corporelle et kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence naturaliste. Alors, selon Gardner, il dit: nous possédons toutes ces intelligences à des stades divers et en fonction notamment de notre culture, en fonction de notre personnalité. Mais il dit: nous avons la possibilité de les développer toutes à un niveau, à un bon niveau, tout au long de notre vie, à condition, dit-il, de bénéficier d'un contexte d'enseignement adapté, efficace et bienveillant. Donc, le succès de la théorie de Gardner aura surtout lieu dans le domaine de l'éducation. Et en fait, Gardner offre par sa théorie une réponse au grand nombre d'échecs scolaires. Ce que Gardner va proposer, c'est une autre grille de lecture aux apprenants qui n'entrent pas nécessairement dans le moule scolaire, qui ne répondent pas aux exigences de l'école. Il existe, à côté des compétences linguistiques ou mathématiques, d'autres compétences dans lesquelles on peut également exceller et ça apporte une vision plus égalitaire de l'intelligence. Alors, avec sa théorie, Gardner va dépasser les 3 canaux habituels qu'on utilise pour décrire les caractéristiques d'un apprenant, à savoir
auditif, visuel et kinesthésique. Ces critères qui se focalisent principalement sur l'appréhension de l'info par des préférences sensorielles. Et le modèle de Gardner cherche vraiment à décrire comment les individus utilisent leur intelligence pour résoudre un problème ou pour fabriquer un produit, une production. Alors, si la théorie de Gardner a eu beaucoup de succès, Bruno Hurst Bruno Hurst excusez-moi, Bruno Hurst va affirmer que Gardner apporte une vision nouvelle à l'intelligence parce on va proposer différentes formes d'intelligence qui peut être développée tout au long de la vie. L'intelligence n'est pas numériquement quantifiable, on peut l'apercevoir dans des situations de la vie quotidienne et elle peut être on peut intégrer toutes ces facettes et le système scolaire peut intégrer toutes ces facettes. alors si la théorie de Gardner a eu effectivement beaucoup de succès dans le domaine de l'éducation, elle a aussi suscité de vives critiques du côté scientifique. Je vous mets ici un extrait du webinaire Les neuromythes en éducation par Steve Masson. Et il nous présente toute une série d'articles qui présentent la théorie des intelligences multiples comme étant un neuromythe, c'est-à-dire comme reposant sur des croyances, sur des intuitions, mais non fondées scientifiquement. On vous invite aussi à lire deux articles récents, un de 2017 et un de 2024, qui nous redisent encore que la théorie des intelligences multiples, c'est un mythe qui a toujours le vent dans les voiles. Alors, que nous disent finalement ces détracteurs dans ces articles scientifiques? Ils nous disent que la théorie des intelligences multiples, elle n'est basée sur aucune recherche scientifique. C'est un neuromythe. Elle nous dit également que dans cette théorie, ce n'est pas très clair la différence entre talent et intelligence. On nous rétorque aussi que cette théorie, eh bien, c'est finalement trop facile comme réponse à l'échec, parce que l'échec, c'est un phénomène bien plus complexe qu'une histoire d'intelligence. Les détracteurs disent aussi que Howard Gardner présente les intelligences comme indépendantes les unes des autres, alors qu'elles ne sont pas indépendantes les unes des autres. D'autres avancent en disant, mais Gardner n'apporte rien de nouveau en éducation. Willingham nous dit, les enseignants savent déjà que les élèves ont des profils d'habilité propres et différents talents, forces et intérêts qu'il est important de prendre en compte dans l'enseignement. D'autres s'interrogent sur le nombre. Pourquoi 8 et pourquoi pas 6 ou pourquoi pas 10? Enfin, d'autres nous disent, cette théorie, elle classe des élèves dans des catégories qui sont réductrices alors qu'elles sont associées à des neuromythes. Et enfin, le danger de cette théorie, selon certains, c'est que ça peut influencer la perception que l'élève a de lui-même, c'est-à-dire qu'il va penser qu'il ne peut apprendre que selon son ou ses intelligences. Et de son vivant, même, Gardner lui-même remet en question sa théorie et il réfléchit à son évolution. Lors de la réédition de son ouvrage en 1993, il évoque l'intelligence existentielle qu'il nomme 8,5 parce qu'elle n'entre pas complètement dans les critères qu'il s'est fixés pour déterminer une intelligence. Alors, au fil du temps, la théorie trouve également de nombreuses adaptations, dont celle de Daniel Goleman, qui va proposer une classification qui comprend les 8 intelligences de Gardner plus l'intelligence existentielle, et il les classe en deux catégories, celle qu'il associe au quotient intellectuel et celle qu'il associe au quotient émotionnel. Alors la terminologie évolue également. On parle plutôt d'aptitude ou de talent.
Et Gartner lui-même, en 2016, va reconnaître que le choix du terme intelligence était à l'époque un choix stratégique et que vu l'avancement des différents champs de connaissances, il reconnaît que sa théorie n'est plus vraiment valide. Alors, quelle est notre position par rapport à cette théorie des intelligences multiples? Eh bien, comme premier postulat, nous reprendrons une phrase de Steve Masson dans son webinaire sur les intelligences et l'intelligence et cette façon de les qualifier en neuromythes. Il nous dit, même si la théorie des intelligences multiples est considérée comme un neuromythe, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas varier la façon de présenter l'information aux élèves. Au contraire, dit-il, il y a un bon nombre d'études qui montrent que présenter de différentes façons l'information aux élèves, ça leur permet d'encoder l'information selon différentes modalités, et ça, c'est tout à fait bénéfique aux élèves. Notre deuxième postulat, c'est que bien sûr, il existe différentes portes d'entrée, différentes pistes qui s'entrecroisent pour recevoir, présenter ou mémoriser des informations. Et ça, c'est un peu contre des intelligences indépendantes. Et enfin, troisième postulat, c'est que la prise de conscience de ces différentes portes d'entrée est vraiment primordiale parce qu'elle permet de diversifier nos apprentissages, tant du côté des apprenants que du côté des enseignants. On en arrive ainsi au troisième point de notre présentation et nous voudrions ici nous concentrer sur ces différentes portes d'entrée inspirées finalement des canaux qui se trouvent dans ces intelligences multiples. On va d'abord s'attarder au travail que l'enseignant peut faire, puis on ira voir celui des apprenants. Puis on vous présentera de manière succincte une adaptation didactique qui a été faite pour un public plus jeune. Et puis on s'attardera plus longuement sur les pistes vraiment spécifiques pour la classe de FLE au départ de ces différentes portes d'entrée. Alors, on sait évidemment, et personne ne va le remettre en cause, tout le monde sait que les enseignants, les apprenants, on a différents talents, on a des habilités plus ou moins grandes dans certains domaines, et il nous semble important de pouvoir être conscient de ses forces et de ses faiblesses, et on peut le faire évidemment pour identifier nos portes d'entrée privilégiées au départ de tests, comme par exemple, on vous en cite deux, le test du guichet de l'emploi du Canada, qui va vous poser une soixantaine de questions et qui va vous permettre d'identifier trois portes d'entrée privilégiées, ou bien alors le test de l'IDR Labs qui propose une quarantaine de questions et qui, lui, va vous proposer les différentes portes d'entrée en fonction de la façon dont vous les utilisez ou que vous les avez en vous sous forme de pourcentage. Bruno Ours, dans son livre À l'école des intelligences multiples, propose aussi à l'enseignant de réfléchir sur ses pratiques professionnelles et il vous propose soit des questions comme ici, soit des tableaux où il vous demande de réfléchir à ce que vous faites en classe. Il nous dit c'est important de comprendre quelles sont les portes d'entrée, c'est ce qu'il nous met dans l'image à côté, et puis ensuite de bien se connaître pour savoir quelles sont celles que nous avons peut-être de manière intuitivement on va les utiliser alors que d'autres, on les utilise moins. C'est important de voir un petit peu comment nous travaillons. Et puis après, d'essayer de varier et de multiplier ces portes d'entrée dans nos cours. Alors, s'il est important, comme Geneviève vient de l'expliquer, pour les enseignants de connaître leur profil, il est également important pour les apprenants de connaître leur profil et différents tests existent. Il y a notamment les tests qui sont proposés par l'Académie de Besançon. Ils sont destinés plutôt aux lycéens et aux collégiens. Les résultats de ces tests sont présentés sous forme d'un diagramme camembert qui permet d'identifier trois intelligences dominantes. L'apprenant peut alors a la possibilité de s'informer sur la description de l'intelligence et notamment les pistes professionnelles qui peuvent y être associées.
Alors, le deuxième exemple est un quiz de 20 questions dans un manuel qui permet aux apprenants de s'identifier à une plusieurs intelligences et ensuite de l'associer à un ou plusieurs personnages de la méthode. Et enfin, le troisième exemple est une infographie du manuel Entre nous qui présente également les intelligences multiples et les apprenants sont alors invités à l'aide de questions-réponses à identifier quelles intelligences sont dominantes chez eux. Alors, pour une approche plus ludique, il existe également des jeux avec plusieurs séries de cartes qui permettent de proposer plusieurs variantes et de multiplier à nouveau les découvertes des portes d'entrée à privilégier. Ensuite, une adaptation didactique. Sophie Annick et Françoise Roumers-Poumet ont décliné les 8 intelligences de Gardner en 8 boules d'énergie qu'elles ont nommées les octophones. L'objectif était de rendre le concept des intelligences multiples accessible aux plus jeunes et de leur permettre de les utiliser tant dans leur parcours scolaire que dans la sphère privée. Alors, chaque boule d'énergie a un nom qui reprend ses caractéristiques. Par exemple, Body Fun pour les pistes corporelles et kinesthésiques. Alpha Fun pour les pistes verbales et linguistiques. Mathifun pour les pistes logico-mathématiques. Funego pour les pistes intrapersonnelles. Et donc ici, on demande aux enfants d'identifier ce que leurs octophones aiment chez eux. On va voir des résultats du type mon alphaphone aime les mots croisés ou mon 3D phone adore les illusions d'optique. Et donc ici, on a un exemple d'activité qui ne cloisonne pas exclusivement l'apprenant à un type d'intelligence et qui montre leur interaction. Alors, on arrive maintenant à la quatrième partie de ce troisième point et on va essayer de voir avec vous quelles sont les pistes qui s'offrent à nous pour la classe de FLE au départ de ces différents canaux. Alors, je vous rappelle rapidement les pistes, hein, verbo-linguistique, logico-mathématique, visuel et spatial, musical, corporel, naturaliste, interpersonnel et intrapersonnel. Alors, commençons tout de suite. Je vous propose de vous donner 4 extraits de manuels et je vous demande de voir quel est finalement le point commun entre tous ces extraits. Le premier extrait qui nous vient de Globetrotter, c'est une carte mentale, comme vous pouvez la voir, qui permet de catégoriser ce qui se passe au collège. Il y a des lieux, il y a la musique, mais il y a aussi les sports, il y a aussi les jours de la semaine au collège. Le deuxième extrait, il nous propose une devinette. C'est le frère de ma mère, qui est-ce? C'est la mère de mon cousin, etc. Le troisième extrait, il nous propose de mettre dans des colonnes selon la nature des mots, si c'est un verbe, si c'est un nom ou si c'est un adjectif. Le quatrième extrait, il propose aux apprenants d'établir les critères d'une bonne présentation orale et puis il demande d'élaborer une grille d'évaluation au départ de ces critères et d'attribuer des points à chacun des critères selon leur importance. Alors, le point commun, vous avez vu qu'on demandait de classifier, on avait de réfléchir, de se rendre compte qui est le père de ma mère, etc. Eh bien, vous savez que c'est évidemment les pistes logico-mathématiques, puisque ces pistes, elles permettent de raisonner, de calculer, de compter, de quantifier, de tenir un raisonnement logique, de résoudre des problèmes logiquement, d'induire, d'émettre des hypothèses ou d'organiser l'information. L'enseignant peut effectivement, lui, par exemple, pour utiliser ces pistes, annoncer l'organisation de son cours. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs maintenant pratiquement dans tous les manuels, la première leçon de l'unité où on présente comment on va travailler. On peut travailler avec des plans, des graphiques, des diagrammes, des tableaux. On peut dissocier la règle de l'exception. On peut aussi détailler chaque étape d'une tâche à réaliser.
Les apprenants, de leur côté, peuvent effectivement eux aussi travailler avec des cartes mentales. Ils peuvent travailler avec des jeux de raisonnement. Ils peuvent proposer des devinettes. Ils peuvent travailler avec l'induction, avec des classements ou faire des hypothèses. Et les atouts de travailler avec ces pistes logico-mathématiques, c'est tout d'abord que ça propose une présentation logique, explicite, détaillée, analytique. Ça demande aussi un engagement cognitif de la part de l'apprenant et ça permet un certain contrôle et une efficacité pour l'apprentissage. Alors, après les pistes logico-mathématiques, nous arrivons aux pistes verbo-linguistiques. Et c'est vrai que dans un cours de langue étrangère, le linguistique, le verbal est omniprésent. Mais il y a des activités qui sollicitent plus spécialement ces pistes. Si je vous demandais quelles sont ces activités, vous me diriez certainement les activités de jeux de mots, par exemple, de jeux de lettres comme les mots croisés, les mots masqués, euh, mais aussi pour les niveaux plus avancés, des virelangues comme les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, etc. Ou aussi les calembours, et donc celui que vous avez à l'écran, les petits poissons rouges ou les petits pois sont rouges, montre ici l'importance de l'accentuation dans le décodage du sens, ou des exercices à partir de lettres, comme ici un jeu d'anagrammes pour reconstituer des mots. Alors, un autre exemple qui va également solliciter ces pistes verbo-linguistiques, c'est le Peshakusha. Le Peshakusha est une technique de présentation orale qui a été mise au point par des architectes. Et le Peshakusha a pour objectif donc de présenter un thème, mais avec quelques contraintes. Et les contraintes sont que le thème est accompagné de 20 diapositives de PowerPoint qui sont illustrées par une image et un ou deux mots, mais pas plus. Et il y a également une contrainte de temps, puisque le temps de parole pour chaque diapositive est limité à 20 secondes, ce qui fait une présentation au total de 6 minutes 40. Alors c'est une technique qui va vraiment favoriser la production orale. Elle va mélanger stimulation, synthèse, créativité et elle illustre en quelque sorte ces pistes verbo-linguistiques qui, de manière plus générale, euh, se définissent par des pistes pour utiliser les mots, le langage sous ses différentes formes. En classe, pour les privilégiés, les professeurs vont favoriser la prise de parole, l'expression écrite, susciter la comparaison avec d'autres langues, travailler sur l'étymologie en classe. Alors en classe, on va avoir des activités comme une recherche de mots-clés, des dialogues et des interviews, tous les jeux de mots, les calembours, les devinettes, les histoires, les slogans, etc. Les atouts de ces pistes, c'est qu'elles vont garantir une maîtrise de la communication, elles sensibilisent aux subtilités linguistiques et formelles, elles favorisent la réussite scolaire et elles développent les capacités de précision et la créativité. Alors, il existe aussi les pistes intrapersonnelles. Alors, à quoi est-ce qu'elles correspondent, ces pistes? Eh bien, c'est celles qui permettent d'avoir une bonne connaissance de soi-même, d'être conscient à la fois de ses forces et de ses faiblesses, pour en tirer parti, pour tirer parti de cette expérience, mais aussi pour agir en conséquence. Alors, que peut faire l'enseignant pour travailler avec ces pistes intrapersonnelles? Il peut, par exemple, donner du temps aux apprenants pour réfléchir à ce qu'ils font. Il peut proposer des auto-évaluations
Il peut proposer des activités où l'apprenant va avoir le choix. Il peut offrir des stratégies qui permettent d'améliorer l'apprentissage et donc se rendre compte s'il les utilise ou pas. Il peut aussi proposer des activités qui suscitent l'imagination. Dans les activités, l'apprenant pourra, en utilisant ces pistes intrapersonnelles, donner son opinion, trouver des liens entre sa propre vie et le sujet étudié. Il pourra aussi, par exemple, écrire sur lui-même sous forme d'une autobiographie, sous forme d'un poème, sous forme d'une chanson. Il peut aussi faire une recherche personnelle sur un sujet ou bien utiliser des sketchnotes, comme on a vu, ou des croquis-notes. Alors, les atouts de ces pistes intrapersonnelles, c'est évidemment qu'elles nous permettent de bien se connaître pour à la fois déceler nos atouts, nos faiblesses, mais elles ont aussi un intérêt puisqu'elles permettent de réfléchir sur ce que l'on fait, sur ce que l'on a appris et comment on pourrait apprendre aussi autrement. Quelques exemples. Voici un exemple de Globetrotter où à la fin d'un mini-projet, on demande à l'apprenant de présenter son collège. Mais on lui demande d'abord son opinion, on lui demande d'abord de lister les choses qu'il aime, qu'il adore ou qu'il n'aime pas. On lui laisse ensuite le choix de choisir des photos pour illustrer ce qu'il veut présenter. Il va ensuite écrire et puis ensuite il a le choix du format de sa présentation. L'exemple suivant nous vient de Défi. Vous savez que dans Défi, la première double page d'une unité, eh bien, elle commence avec cette présentation d'un document authentique, bien souvent. Et puis après, l'apprenant peut, dans son panier du lexique, retenir le lexique qu'il souhaite. On peut aussi, comme je vous le disais, proposer aux apprenants des stratégies et leur demander, tiens, qu'est-ce que tu as utilisé comme stratégie pour rédiger ce texte? Et puis après, lui demander, ben, tiens, est-ce que tu n'essayerais pas d'autres types de stratégies qui sont listées, par exemple, comme ici? On peut, comme on l'a dit, utiliser des sketchnotes ou bien alors, comme dans Capsule pas à pas, proposer une auto-évaluation. Hein. Est-ce que tu sais faire telle et telle chose? Coche et colle ton autocollant. Alors, pour les pistes suivantes, une petite devinette. À votre avis, de quelle piste s'agit-il? Vous avez des indices à l'écran, vous avez un document, puis vous avez le picto d'un métronome et une indication de mesure. Et donc, à votre avis, de quelle piste s'agit-il? Et vous allez me répondre, il s'agit des pistes musicales et rythmiques. Le document que vous avez à l'écran est une partition de percussions corporelles. Les percussions corporelles associent les gestes, donc le corps, à un rythme pour favoriser la répétition, la structuration et la mémorisation d'une phrase. Avec un petit exemple. Avec toi pour l'aventure, avec toi pour les vacances, avec toi pour faire la fête, c'est super. Alors, quand on pense aux pistes musicales et rythmiques, on peut également l'associer à la poésie. Et un exemple serait la présentation d'un haïku. Un haïku, ces petits textes poétiques composés de trois vers avec une contrainte métrique et rythmique, puisque le haïku doit être prononcé en une seule respiration et l'on doit marquer la rupture entre les deux premiers vers et le dernier vers pour marquer l'intensité de la chute. De manière plus générale, les pistes musicales et rythmiques, elles vont aider à discerner et elles vont renforcer la sensibilité au son, aux structures rythmiques, aux mélodies et aux accents. Alors, en classe, l'enseignant va, dans sa palette d'activités, va pouvoir faire des analogies musicales, mettre des playlists à disposition des élèves, travailler avec un fond musical.
Alors, des activités qui sont associées aux pistes musicales et rythmiques sont l'idée de créer de nouvelles paroles à partir d'une chanson connue autour d'un thème travaillé. Ça peut se faire avec un rap, ça peut aussi se faire avec un slam pour mémoriser ce qu'on a appris. Il y a aussi les rythmimos de Régine Lorca, qui sont en fait des phrases qu'on répète en canon pour créer finalement une musique parlée. Alors, les atouts de ces pistes sont qu'elles favorisent l'apprentissage sensoriel, elles permettent de travailler la prosodie et la mémorisation. Alors, la piste suivante, les pistes visuelles et spatiales, je pense que vous les utilisez déjà toutes dans vos cours, tous et toutes. Si je vous posais la question en vous demandant mais, quelles sont les activités qui permettent d'utiliser les pistes visuelles et spatiales, je suis sûre qu'en réfléchissant un petit peu à ce que vous mettez en œuvre dans vos classes, vous me diriez évidemment, on va utiliser par exemple des photos, bien sûr. Dans le mini-projet ici proposé à la une, on propose à l'apprenant de présenter son animal préféré en travaillant avec des photos et puis en collant ces photos sur un papier. On peut aussi évidemment travailler avec les cartes mentales qui nous permettent aussi de visualiser notamment du vocabulaire. On peut travailler avec des cartes géographiques, comme ici pour présenter la Suisse, avec des graphiques, des diagrammes. On peut aussi, peut-être on le fait un peu moins, mais travailler les pistes visuelles pour travailler le linguistique, que ce soit pour expliquer le singulier ou le pluriel des noms, ou bien une grammaire une grammaire visuelle qui va utiliser les couleurs pour pouvoir travailler sur les déterminants. Ces pistes visuelles, d'une manière générale, elles aident à créer des images mentales pour visualiser, pour représenter mentalement des idées, du lexique, pour percevoir et observer le monde visible avec précision dans ces trois dimensions. Alors, du côté de l'enseignant, bien sûr, on va utiliser les arts visuels, que ce soit les dessins, la peinture, les photos, les vidéos, les films. On peut aussi traduire en images des mots, des idées. On peut représenter, comme on vient de le voir dans les extraits précédents, la grammaire en images ou en couleurs. On peut utiliser des cartes, des croquis, des pictos pour nos activités. Du côté des activités, on peut faire évidemment des posters. On peut demander aux apprenants de repérer des détails visuels. On peut leur demander de dessiner, de mettre en scène de manière théâtrale, par exemple, un dialogue. On peut proposer une sortie à l'extérieur de la classe. Et on pourrait aussi décrire les étapes d'une tâche avec des images. Alors, les atouts de ces pistes visuelles, vous les connaissez, évidemment, c'est l'aide à la mémorisation, c'est aide aussi à la résolution de problèmes et ça illustre évidemment l'adage qu'un dessin vaut mieux parfois qu'un long discours. Alors, nous poursuivons avec les pistes interpersonnelles. Et les pistes interpersonnelles, de manière générale, elles favorisent les interactions, elles permettent de se mettre à la place des autres, de mieux les comprendre, elles permettent aussi d'être efficaces au sein d'un groupe. Et donc, au niveau des pistes pour les enseignants, on va favoriser les échanges entre élèves. On va évidemment travailler avec des groupes, proposer des tâches complexes et collaboratives, et on va anticiper la répartition de ces tâches et des responsabilités pour qu'elles profitent au mieux et qu'elles soient efficaces pour un maximum d'apprenants. Alors, au niveau des activités, on a évidemment les jeux de rôle, les jeux collaboratifs, les jeux d'évasion, les dominos, les micro-trottoirs, les projets d'écriture et de lecture collaborative, mais aussi tout ce qui est brainstorming et, comment dire, fertilisation d'idées. On a évidemment dans les pistes interpersonnelles toutes les activités de feedback mutuel et de coévaluation. Alors, ces pistes, elles vont favoriser l'empathie, l'esprit d'équipe, la collaboration et bien évidemment le vivre ensemble.
Alors, un exemple, il s'agit d'une tâche finale qui est extraite du manuel Entre nous trois, et c'est une tâche qui va favoriser l'interaction collective. Donc, on va réaliser en classe une séance de coaching collectif. Un groupe va coacher un autre groupe. Les membres d'un groupe vont formuler des conseils personnalisés pour les membres d'un autre groupe qui auront préalablement formulé des défis qu'ils se fixent à réaliser dans le mois à venir, par exemple. Donc ça, c'est un exemple de piste interpersonnelle. Alors, toutes les activités, comme je le disais, de feedback et de coévaluation, illustrées ici par le dispositif du bureau de révision. C'est un dispositif de coévaluation où un élève va présenter son texte aux autres. Les autres vont formuler toujours un compliment à propos de ce texte, un compliment positif, et puis ils vont proposer des améliorations en fonction de critères qui auront été préalablement établis. Et le rédacteur du texte est libre alors d'accepter les améliorations et de les opérer. Alors, les pistes suivantes, on va les découvrir au départ de quelques extraits. Voici un extrait de À la une où on propose de travailler les salutations en proposant aux apprenants d'être debout et de se lancer un ballon. Lorsque la personne reçoit le ballon, elle doit se présenter. Un autre extrait où on demande à quelqu'un ce qu'il fait comme sport et au lieu de lui répondre directement, on va écrire lettre par lettre le nom du sport avec son doigt sur son dos. Autre exemple, ici, le tableau vivant, une partie de la classe se promène, les apprenants se promènent dans la classe et l'enseignant, à un moment donné, frappe dans les mains et ils doivent alors s'arrêter et mimer une action. Et les autres apprenants doivent essayer de deviner quelle est l'action qui est mimée par les apprenants qui sont debout dans la classe. Alors, vous l'aurez reconnu, évidemment, c'est l'intelligence kinesthésique. Je le vois apparaître directement dans la conversation. Et donc, effectivement, ce sont les pistes pour utiliser son corps d'une manière fine, élaborée, pour s'exprimer à travers le mouvement, pour être habile avec les objets, pour apprendre en bougeant. Alors, l'enseignant peut évidemment faire manipuler des objets, il peut animer des jeux, il peut aussi proposer des jeux de rôle, il peut proposer des activités à l'extérieur de la classe. Les apprenants, de leur côté, eh bien, ils peuvent effectivement travailler la phonétique avec le corps. On sait que c'est quelque chose qui permet aussi de bien ancrer la phonétique. On peut aussi jouer en manipulant des objets avec des cartes. On peut mettre en scène, on peut mimer des mots et on peut évidemment varier les espaces de travail. C'est important aussi. Alors, les pistes corporelles et kinesthésiques, elles ont comme atout la mémoire du corps. Elles permettent aussi une interrelation avec beaucoup d'autres pistes, que ce soit les pistes visuelles ou spatiales, les pistes musicales et rythmiques ou interpersonnelles. Et ces pistes corporelles rendent concrètes par la manipulation et par la sensation. Alors, on en arrive à la dernière série de pistes et là aussi, je vais vous présenter quelques activités et je vais vous demander de réfléchir aux points communs de toutes ces activités. La première est extraite du manuel Prêt à parler et on présente la profession de guide de montagne à l'aide d'images de paysages et on invite également à la découverte de sites montagneux à travers la présentation de différents lieux. Alors la deuxième activité est en fait une tâche collective et collaborative où les apprenants vont organiser une conférence autour de l'arbre et on va leur demander d'associer la structure de l'arbre
à différentes choses, un phénomène linguistique, une personnalité, une idéologie, un mouvement artistique, à ce qu'ils veulent finalement. L'important, c'est de travailler, de dégager cette structure et de l'utiliser et de l'appliquer à d'autres éléments du monde qui nous entoure. Donc, ça, c'est la deuxième activité. La troisième activité, on a un extrait du manuel à la une où on nous propose 10 gestes 10 gestes, 10 conseils pour être un bon éco-citoyen. Et à partir de là, on pourrait demander aux élèves de créer une charte de comportement à l'école pour sensibiliser à la protection de la planète. Donc, vous l'avez deviné, je l'ai vu aussi dans la conversation. Il s'agit évidemment, le point commun entre toutes ces activités est le lien très fort avec la nature. Et donc, on aborde donc comme ça les pistes naturalistes qui nous permettent d'explorer la nature, de comprendre ses interactions avec la civilisation, de reconnaître et de catégoriser les structures du monde et de classifier certains éléments. Alors, en classe, ben, les conseils aux professeurs sont d'intégrer la nature dans son cours et la faire entrer dans l'école, de faire des activités dans la nature et en lien avec elle, d'exploiter aussi la notion de structure pour différentes choses, que ce soit au niveau du texte ou au niveau d'éléments. Donc, les activités qu'on peut proposer, ce sont des sorties, évidemment, circuits en forêt, escapades à la mer, à la montagne. On peut rédiger un carnet de voyage ou un carnet de paysage avec les enfants ou les apprenants. On peut aussi réaliser des collections et les décrire, les légender. On peut jouer au jeu des familles. On peut réaliser des analogies avec des phénomènes naturels, comme par exemple associer les émotions aux phénomènes météo. Et donc, c'est une intelligence ou une piste dont les atouts vont permettre de développer le sens de l'observation, la conscience écologique et qui va confronter les apprenants au réel, au lien avec le réel, mais qui va aussi leur permettre de développer des capacités de structure et d'abstraction. Alors, nous en arrivons ainsi au dernier point finalement de cette présentation et nous voudrions vous montrer comment toutes ces portes d'entrée qu'on vient de vous décrire, eh bien, elles peuvent s'inscrire sans problème dans une démarche de cours. Une démarche de cours, vous savez, elle est souvent divisée en 4 phases, une sensibilisation, une exposition, une structuration, une tâche. Et dans chacune de ces phases, on peut travailler avec ces différentes portes d'entrée. On va vous donner quelques exemples. Si je veux, par exemple, dans des activités brise-glace pour pouvoir me présenter, eh bien, je peux activer toutes ces portes d'entrée. Alors, je peux bien sûr, comme on le fait souvent dans des brise-glace, demander de faire un acrostiche ou une liste de mots, mais pourquoi pas aussi demander de faire une analogie entre un paysage et son humeur du jour. Alors, dans la phase d'exposition, on peut également utiliser ces différentes pistes, donc face à un texte de toutes sortes pour découvrir, comprendre et traiter l'information. On peut par exemple utiliser la piste visuelle et spatiale en demandant aux apprenants de dessiner ce qu'ils retiennent d'un document ou de réaliser un sketch note avec un petit croquis et une légende. On peut aussi demander aux apprenants de réaliser un domino avec les éléments du texte. Ils vont devoir associer donc des informations du texte et justifier leur appariement. Ça va permettre d'augmenter le niveau de lecture et de compréhension. Dans la phase de structuration, on va surtout utiliser ces pistes pour fixer,
pour structurer, fixer le lexique, par exemple. Et donc, on peut, par exemple, avec l'intelligence musicale, intégrer le nouveau lexique dans un air connu. Donc, si on pense au lexique des animaux, on peut aussi utiliser la chanson le rock and roll des animaux et intégrer le nouveau vocabulaire. Pour l'intelligence interpersonnelle, on peut aussi utiliser le jeu totem. Et le jeu totem, le but du jeu totem est d'attribuer un totem à ses partenaires du jeu en conjuguant une carte animale et une carte caractéristique. Et donc, on va devoir également justifier ce totem avec des expériences ou des situations vécues. Et enfin, pour des activités de production, si par exemple je veux demander à mes apprenants de présenter un tableau et son interprétation, eh bien, je pourrais demander de composer un rap pour faire deviner mon tableau en utilisant les portes d'entrée musicales. Je pourrais, si je veux travailler les portes d'entrée kinesthésiques, demander de représenter ce tableau de manière vivante. Et je pourrais aussi, si je veux travailler plus avec des portes d'entrée intrapersonnelles, comme on le fait souvent en classe de FLE, évidemment, demander de justifier le choix de ce tableau. Donc, vous voyez, on peut vraiment travailler dans toutes les phases d'une démarche d'un cours de FLE en travaillant toutes ces portes d'entrée. Et on l'a vu évidemment avec tous les exemples qu'on vous a donnés, que ces portes d'entrée, elles s'entrecroisent, elles se superposent aussi de temps en temps. On en arrive ainsi à notre conclusion et on voudrait d'abord vous rappeler quelques précautions et réserves. On vous l'a dit, la théorie des intelligences multiples, elle est souvent qualifiée de neuromythe, donc ne reposant pas nécessairement sur une connaissance scientifique. On l'a vu aussi avec le constat de Byrne qui disait déjà en 1971 que ce contenu, eh bien, l'hétérogénéité dans la classe, elle est là et on doit en tenir compte. Mais on vous réaffirme évidemment que la prise de conscience de toutes ces portes d'entrée est évidemment primordiale, tant pour l'enseignant que pour l'apprenant. Et que c'est ce qui va être important, c'est non seulement cette variété des portes d'entrée, mais aussi la mise en relation entre ces différentes portes d'entrée dans nos activités. Alors, comme l'a dit Geneviève, la multiplication et la mise en relation de ces différentes portes d'entrée augmente et diversifie les possibilités pour l'apprenant d'appréhender et d'appréhender, de mémoriser et de présenter l'information, ce qui va renforcer la pertinence et le sens des activités et ça va avoir un impact sur la motivation, l'implication et la confiance des apprenants. Et donc, face à cette palette d'activités qu'on va proposer aux apprenants, soit l'apprenant va choisir son activité ou il va se laisser guider, il va se laisser conseiller par l'enseignant. Et là, alors, il s'agira de faire soit du matching et d'exploiter la zone de confort de l'apprenant pour faciliter l'accès au contenu ou de mettre l'apprenant devant un défi et de l'inciter à dépasser sa zone de confort. Du côté de l'enseignant, eh bien, utiliser toutes ces portes d'entrée, ça permet évidemment d'enrichir la palette des activités qu'on va proposer dans nos cours. Ça va aussi nous inviter à réfléchir sur notre pratique enseignante et peut-être réajuster certaines choses dans nos pratiques de classe. Ça va nous obliger aussi à combiner différentes entrées, différentes pistes d'entrée pour une meilleure qualité de l'enseignement. Et ça va aussi, par ce travail, motiver notre travail et lui donner du sens. Ce sera aussi, d'une certaine façon, répondre à l'hétérogénéité de nos classes. Et c'est le but aussi du parcours dans lequel, enfin, qu'on inaugure aujourd'hui. Alors, si vous pensez que Il faut donner du rythme et du tempo à vos cours, qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours, qu'il est important de se connaître soi-même, qu'avec le corps, on retient mieux,
que chaque fois qu'on se plante, on pousse, que la différence procède par soustraction et l'union par addition, que jouer avec les mots, c'est la créativité qui s'éveille. qu'ensemble on va plus loin Alors vous êtes prête et prêt à vous remotiver et à motiver vos apprenants grâce à des portes d'entrée diversifiées, grâce à des pistes variées qui s'entremêlent, grâce à des activités multiples. Et tout ça pour renforcer le plaisir d'apprendre et le plaisir d'enseigner. Et c'est ce plaisir que nous vous souhaitons dans vos classes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément, Isabelle et Geneviève. Vous voyez, tous les remerciements apparaissent dans le chat. Alors, on a eu quelques questions pendant votre intervention. Alors, il y en a, vous voyez, ça a suscité beaucoup d'intérêt. On a deux personnes, Laura et Raja, qui aimeraient approfondir et pouvoir faire un peu plus de recherches sur les intelligences multiples. Et ils demandent s'il y a des sites spécifiques qui pourraient les aider à pousser un petit peu plus loin leur réflexion et leur mise en pratique sur la base des intelligences multiples. Donc voilà, vous venez de faire apparaître la bibliographie. De toute façon, on la partagera hein, avec tous les participants puisque le PowerPoint sera mis à disposition. Est-ce qu'il y en a un qui vous semble plus approprié, plus facile d'accès ou que vous recommanderiez, votre préférence parmi les sites Alors, que vous il y indiquez? en a plusieurs. Il y a évidemment celui de Bruno Urtz qui est Hmm. intéressant parce qu'il le travaille évidemment avec différentes possibilités. Il donne des exemples concrets aussi. Mais vous avez aussi celui de Campbell, c'est la première. Hein. Je vous donne les intelligences multiples au cœur de l'enseignement et de l'apprentissage, qui là nous vient de québécois et qui est vraiment intéressante aussi. Donc, je pense que c'est intéressant. Il y a évidemment d'aller voir aussi ce que propose même ceux qui critiquent ces intelligences et cette théorie des intelligences multiples, parce qu'ils montrent quand même toujours que les canaux qui sont proposés dans cette théorie sont vraiment intéressants à utiliser en classe et surtout à multiplier les différents canaux. Nous avons une personne qui demande la référence des partitions de percussion corporelle. Ah, Est-ce que vous l'aviez indiqué sur sur le PowerPoint? Je crois pas, hein? non, C'est une les création. partitions corporelles, je peux les diffuser sans problème. C'est une création personnelle, donc Ah, voilà. on Tu aurais peut. pu te citer comme créatrice. Mais voilà, bon, bah écoutez, ça y est, on a donc répondu à la question de Geneviève. Après, on a deux questions qui se rejoignent sur la... Alors, une, c'est plus sur une demande de précision à partir de quel âge pouvons-nous utiliser la psychologie positive avec les octophones? Donc là, on a deux questions plus sur le public. Donc l'âge du public. Et après, on a une question de Fanny, une question qui demande peut-être une confirmation-affirmation. Toutes ces activités majoritairement proposées dans un cadre scolaire pour un public jeune, donc enfants et adolescents, sont aussi adaptables aux apprenants adultes, n'est-ce pas? Vous y avez répondu puisque vous avez cité des méthodes justement pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Mais voilà, si vous pouviez reconfirmer ces deux questions qui finalement sont en rapport avec le public cible. Euh, pour la pédagogie des octophones, je pense qu'on peut l'utiliser dès la maternelle, donc dès le préscolaire. Il y a des activités et des propositions d'activités déjà pour des enfants en préscolaire. Donc, voilà, je pense que ça répond à la question. C'est- Et c'est- pour c'est- le public, mais je pense qu'on l'a montré par tous les extraits qu'on a Voilà. effectivement analysés avec vous, ça touche tous les types de publics, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes. On a tous besoin, même nous dans notre vie personnelle, on a tous besoin d'avoir des canaux différents pour apprendre, pour mémoriser, pour présenter nous-mêmes certaines choses. Et donc, ça touche n'importe quel public.